Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Encore une fois, toujours, vous n'arrêtez pas de nous écouter, on ne sait pas comment vous faites, mais c'est incroyable que vous soyez encore là, surtout avec ces rendez-vous quotidiens que constitue le calendrier de l'Avent 2020. Voilà, ça fait une bonne vingtaine de jours maintenant que vous suivez les conseils, les d'idées de cadeaux de nos invités et invités. C'est l'avant-dernier jour déjà, le temps passe tellement vite. T'as vu comment on a changé, mais non, on va pas faire de référence musicale comme ça, puisqu'aujourd'hui on est avec un invité qu'on est hyper content d'avoir avec nous. C'est Douglas Attal. Bonjour Douglas. Bonjour. Alors Douglas, on te reçoit, tu es réalisateur et tu sortiras prochainement un film qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros, qui devait sortir normalement là, qui aurait dû être sorti quand ce podcast sort, mais qui a été décalé au mois d'avril prochain. Est-ce que tu peux nous faire quand même un petit peu un brief sur ce film avant d'embrayer sur ton idée de cadeau? Ouais, bah c'est un peu le premier film de super-héros français, donc il sortira le 21 avril 2020. C'est sur deux flics qui enquêtent sur une drogue qui donne des super-pouvoirs. Voilà, c'est un projet que je porte depuis très longtemps et j'ai très hâte que les spectateurs puissent le découvrir. Alors je me permets même de te corriger parce que tu as dit 1er avril 2020, alors on sait bien que cette année est tellement nulle qu'on a envie de 21 avril. On a envie d'oublier de 2020, mais du coup 2021, ouais, pardon. Bah oui. Et de toute façon, voilà, je me permets d'en profiter pour dire que on te retrouvera dans un podcast plus tard pour reparler de ce film en détail, adaptation d'un livre de Gérald Bronner, et on espère aussi avoir Gérald dans le podcast First Print pour pouvoir vraiment parler de ce film. Mais en attendant, on va parler de comics, puisque ton idée du calendrier de l'Avent, c'est bien une bonne bande dessinée américaine telle qu'on les aime, c'est Kaamelott 3000. Oui, Kaamelott 3000, donc c'est un peu mon coup de cœur de fin d'année que j'ai relu là juste avant les fêtes. Et en fait, donc c'est édité chez Urban Comics. C'est un récit complet qui est édité en intégrale. Et c'est une sorte de réinvention des chevaliers de la table ronde, du mythe des chevaliers de la table ronde en l'an 3000. Voilà, ça suit en gros l'histoire d'un jeune anglais qui en fait il y a une invasion extraterrestre dans le monde entier, et il y a un jeune anglais qui en voulant fuir un extraterrestre se retrouve dans un site archéologique et se retrouve à ressusciter le roi Arthur. Et en fait, ça va être les chevaliers de la table ronde qui vont être réunis en l'an 3000 pour lutter contre cette invasion extraterrestre qui menace toute la planète. Alors un mélange un peu de fantasy et de science-fiction, comment ça prend? Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi c'est ton coup de cœur? Parce que tu l'as dit, donc il va falloir justifier ce propos, monsieur Attal. Alors en fait, déjà, je trouve que c'est hyper original de cette réinvention de ce mythe de fantasy, comme tu le disais, dans un univers de SF. Je trouve que pour moi, c'est un peu la plus belle réinvention des modernes du mythe d'Arthur avec le Excalibur de John Borman. Je trouve ce qui est assez fort dans cette BD, c'est aussi son côté très international, c'est-à-dire c'est une bande dessinée américaine, mais en fait les différents chevaliers de la table ronde vont être réincarnés dans des personnages qui vivent pas seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Il y a un personnage qui vit en Afrique du Sud, un autre au Japon. Il y en a Lancelot est réincarné dans un personnage de français. Donc c'est assez agréable de voir pour une fois une intrigue d'invasion extraterrestre qui se passe pas que aux États-Unis, mais avec des personnages qui voyagent à travers le monde, aussi dans l'espace. Enfin voilà, c'est le côté international, je pense, qui est aussi très inspiré, à mon avis, par les X-Men les New X-Men de Len Wein. Je pense qu'il y a une influence aussi parce que ça vient après, ça vient dans les années 80. Ce qui est hyper intéressant aussi dans la BD, c'est un personnage que moi j'aime beaucoup, qui est le personnage de Sir Tristan. En fait, Tristan, c'est un des chevaliers de la table ronde dans le mythe, qui en l'occurrence est réincarné dans le corps d'une femme. Et en fait, ça pose de manière assez juste la question du transgenre. C'est assez étonnant de voir ça dans une BD des années 80. Ça, je trouve que c'est hyper pertinent, hyper bien fait, hyper juste, hyper subtil. Et puis, il faut savoir aussi que c'est l'une des premières BD qui s'affranchit du Comics Code Authority. Ouais. Donc, en fait, ils ont un peu
pu se permettre ce qu'il pouvait, pour expliquer peut-être le Comics Code Authority, c'était une sorte d'instance qui décidait aux États-Unis si oui ou non on avait le droit de publier tel ou tel comics. Et là, ils ont décidé de s'en affranchir et donc de ne pas sortir en kiosque, mais que dans ce qu'on appelle le direct market. Et donc, ils ont un peu pu faire tout ce qu'ils voulaient. Donc, il est question de transgenre, de lesbianisme, d'inceste. C'est assez novateur et ça laisse un peu présager le développement après de beaucoup de BD adultes chez DC et notamment la création du label Vertigo. Donc voilà, c'est une BD qui, je pense pour l'époque, était assez novatrice, assez osée. C'est assez bien écrit et surtout c'est édité enfin voilà, le travail éditorial que fait Urban Comics dans la version française est superbe. Il y a une super introduction de l'auteur. Il y a une superbe traduction aussi de quelqu'un qui s'appelle Maxime Ledin, qui est un super traducteur que moi j'aime beaucoup, qui avait déjà traduit le Swamp Thing de Len Wein et Wrightson dans la même collection chez Urban Comics. Ouais. Donc voilà, vraiment, pour moi, c'est la BD parfaite à offrir pour les fêtes de fin d'année. Un petit mot sur les dessins quand même, puisqu'on a quand même Brian Bolland sur les planches intérieures. Ça a bien vieilli avec le temps. Ouais, ce qui est assez étonnant, c'est que ça ressemble pas tellement au style qu'on lui connaît plus par exemple de Killing Joke ou des nombreuses couvertures qu'il a fait par la suite. Mais je pense que ça joue aussi aux couleurs qui sont beaucoup moins modernes entre guillemets que ce qu'on peut voir dans Killing Joke ou dans les couvertures qu'il fait, mais ça reste sublime, extrêmement détaillé. Les compositions sont superbes, il y a des super idées de composition. Il illustre à merveille tout l'aspect magique justement, qui est notamment porté par le personnage de Merlin. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment sublime quoi. D'accord. Et puis, comme tu le mentionnais, le travail de Fab, effectivement, là, on enregistre, hein, on est dans les coulisses, on a le bouquin devant nous, donc voilà, gros format avec couverture dorée. Tu vois que ça sort un petit peu des usuels dos noirs de Urban Comics. Donc, un bouquin que tu recommandes, c'est ça, juste, tu recommandes à n'importe qui, à qui on l'offre, ça pour Noël? Je pense un peu à tout le monde, mais particulièrement, je pense aux fans de fantasy. Ouais. Ceux qui connaissent peut-être un peu le mythe du roi Arthur, même s'il n'y a pas besoin vraiment de connaître tant que ça, c'est très accessible. Et puis je pense que je le recommande aussi particulièrement à tous ceux qui aiment. C'est pas Mike Barr, c'est pas un auteur anglais, mais il y a une petite touche un peu anglaise il y a un petit côté côté alternatif anglais dans cette BD qui fait penser à Alan Moore, un petit peu à tous ces auteurs anglais qui sont arrivés dans les comics dans les années 80 et qui ont donné un petit côté un peu alternatif et transgressif à la bande dessinée américaine. Donc tous ceux qui aiment ces auteurs anglais, je leur recommande cette bande dessinée. Est-ce que tu disais que ça préfigurait un petit peu de Vertigo, donc on est aussi dans cette mouvance de la British Invasion, mais sauf que lui ne vient pas du côté britannique, mais c'est un peu ce genre de. Mais en tout cas, lui, il est vraiment bercé par la littérature britannique, parce que Mike Barr, l'auteur, c'est un fan de littérature et en particulier de tout ce qui touche aux Chevaliers de la Table Ronde. Donc ça transparaît vachement dans l'œuvre, ce côté très influence anglaise, quoi. Ok, eh bien je te remercie Douglas. Donc Camelot 3000 c'est sorti depuis quelques temps chez Urban Comics, c'est toujours disponible pour la somme de 35€. Donc voilà, un joli paquet à mettre sous votre sapin ou tout simplement à vous offrir pour vous-même, parce qu'il n'y a pas de raison, on se fait aussi plaisir en 2020. Douglas, je te remercie. Merci à toi. Et donc comme je vous le disais en début de podcast, on se retrouve d'ici quelques mois pour reparler de ton film. On en reparlera quand les gens pourront le découvrir, sinon on sera un petit peu dans une discussion un peu trop private et c'est nous le but à First Print, c'est quand même un petit peu de partager. Et d'ailleurs, en parlant de partage, n'oubliez pas que vous pouvez partager nos émissions si vous voulez suivre les recommandations de Douglas et faire profiter de Camelot 3000 à d'autres. Et donc on se donne rendez-vous dès demain pour le dernier numéro du calendrier de l'Avent. Salut.